la forêt nationale de Pisgah, Caroline du Nord. Au cours d'une patrouille de routine, j'ai découvert un sentier qui ne figurait sur aucune carte. À l'entrée, un panneau professionnel avait été installé, Cedar Ridge Trail, 4,8 milles. Le sol était bien tassé. Des marches en pierre avaient été taillées et les ponts en bois semblaient être là depuis des années. J'ai marché 2 kilomètres, poussé par la curiosité. Le sentier s'est brusquement interrompu. Le lendemain, je suis revenu avec mon supérieur pour lui montrer ce sentier qui ne figurait pas sur la carte, mais il avait disparu. Il n'y avait aucune trace. Une semaine plus tard, un touriste a été porté disparu. La dernière photo sur son téléphone montrait exactement le même panneau. Le sentier avait-il changé d'emplacement? Je m'appelle Lucas Grant. Je suis garde forestier depuis 8 ans dans la forêt nationale de Pisgah, en Caroline du Nord. Dans le secteur ouest, dans la région des Blue Ridge Mountains, je passais le temps à effectuer mes tâches habituelles, patrouille, gestion de la végétation, aide aux randonneurs, examen et rédaction de rapports d'incidents, etc. Pisgah était une forêt que je connaissais mieux que ma propre maison. Je connaissais chaque sentier balisé, chaque croisement, chaque point de vue officiel. Les zones de randonnée couvrent des centaines de kilomètres de sentiers, documentés, répertoriés et cartographiés selon différents niveaux de précision au fil des décennies, mais tout était répertorié dans les systèmes. Jusqu'au 14 octobre, où j'ai découvert quelque chose qui ne figurait dans aucun système. J'effectuais une patrouille de routine, depuis le poste principal vers le secteur nord-ouest, en direction d'une zone forestière très dense. C'était une patrouille que j'effectuais en moyenne 2 fois par semaine. Ce matin-là, rien de particulier n'était prévu. Je m'attendais à une patrouille ordinaire. Mais elle s'est avérée extraordinaire. À environ 2 kilomètres du poste, j'ai quitté le sentier principal pour inspecter une zone de drainage que nous surveillions depuis les pluies de septembre. J'allais regretter de m'être écarté, c'est là que je l'ai vu. Un sentier. Il s'ouvrait entre 2 chaînes bicentenaires et s'orientait vers le nord-est. Au début, cela m'a beaucoup intrigué car aucune carte, ni ancienne ni récente, ne mentionnait l'existence de ce sentier à cet endroit. Un panneau professionnel en bois peint était fixé sur le tronc de gauche. Malgré son aspect vieilli, il était très propre. Les lettres gravées dans le bois, peintes en blanc sur un fond vert foncé, correspondaient exactement au style des panneaux officiels du parc. Cedar Ridge Trail, 4,8 milles. J'avais sorti ma carte plastifiée. Mon GPS aussi. J'ai également sorti mes 2 téléphones professionnels équipés des applications cartographiques du NPS. Il n'y avait aucun endroit appelé Cedar Ridge Trail dans le secteur ouest. Pour être plus précis, il n'y avait aucun endroit de ce nom dans tout le parc. J'ai vérifié 3 fois, mais le résultat restait le même. Il y avait au cœur du parc, un endroit qui n'apparaissait sur aucune carte. C'était impossible qu'une telle chose existe dans ce parc où j'étais garde forestier depuis des années. Imaginez un peu, si, dans la maison où vous vivez depuis des années, une cloison venait soudainement à disparaître, quelle serait votre réaction? C'est exactement ce que je ressentais. Sentir, je devais immédiatement appeler les autorités. C'était le protocole standard pour toute infrastructure non répertoriée. Signaler, documenter, ne pas y pénétrer avant qu'une évaluation de sécurité ait été effectuée. J'ai appelé le poste de garde. J'ai dit qu'un sentier non répertorié avait été découvert dans le secteur nord-ouest. Je le documentais avant d'y entrer. Bien reçu? Avez-vous besoin d'aide? Non. Je vais effectuer un relevé rapide. Ce n'était pas tout à fait vrai. Ce que je voulais vraiment, c'était voir jusqu'où elle allait. Et ce qui m'y poussait, comme tout le monde le sait d'après les histoires précédentes, c'était la curiosité. Le sol du sentier était compacté de manière homogène. C'était comme si l'asphalte avait été compacté par une machine et ne bougeait pas d'un pouce, un lieu de passage régulier et ancien dont la surface avait été aplanie par des milliers de passages.
et où la végétation latérale était maintenue à une distance régulière. À une centaine de mètres de l'entrée, j'ai aperçu les premières marches en pierre, soigneusement taillées, placées à flanc de colline, leur centre usé par le passage. Cette usure devait dater de nombreuses années. La pierre ne s'use pas facilement. À 250 mètres, j'ai aperçu un pont en bois enjambant un ruisseau au débit faible. Des planches épaisses, des garde-corps de chaque côté, un assemblage à tenons et mortaises. Une construction solide, pas provisoire. J'ai vérifié une nouvelle fois la carte. Ce ruisseau figurait bien dessus. Il était répertorié. Mais le pont n'était mentionné nulle part. Le sentier continuait. Régulier, bien drainé, contournant habilement les zones boueuses. Quelqu'un qui s'y connaissait en aménagement de sentiers l'avait tracé. À 800 mètres, j'ai aperçu une deuxième série de marches en pierre montant une pente plus raide. En haut, une clairière offrant une vue partielle sur les crêtes nord. Il y avait également un point de repos bien identifiable, reconnaissable à son sol légèrement aplani, signe que des gens s'y arrêtaient régulièrement. À 400 km, le deuxième pont, plus grande, était constitué d'une plaque métallique fixée à la balustrade. J'avais regardé la plaque. Il n'y avait rien d'écrit dessus. Juste du métal oxydé, comme si une inscription avait été retirée ou n'avait jamais été apposée. À environ 2 km de là, le sentier s'est brusquement interrompu. Pas progressivement. La piste bien entretenue, les pierres, le sol tassé, tout s'arrêtait sur une ligne précise, comme si quelqu'un avait tracé une frontière. De l'autre côté, une forêt dense, des broussailles épaisses, aucun passage visible. J'ai consulté mon GPS. Les coordonnées ne correspondaient à aucune donnée enregistrée. J'ai pris une photo de l'endroit où le sentier s'arrêtait, ainsi que de l'écran du GPS affichant les coordonnées, puis je suis revenu sur mes pas, ici grand, au poste. Ce sentier non répertorié confirme la présence d'une infrastructure solide de construction ancienne. Il s'interrompt à environ 2 km d'ici. Les coordonnées ont été transmises, reçues. Aïe veut voir ça demain, le lendemain 15 octobre. Aïe était venu me chercher à 8h, au début de mon service. Tu es sûr de l'emplacement ? M'a-t-il demandé. Absolument. Entre deux chaînes, juste là. Il n'y avait rien entre ces deux chaînes. J'ai regardé le tronc de gauche, là où le panneau avait été fixé la veille. L'écorce était intacte. Aucune trace de fixation, ni de vis ni de clous. Aucun changement de couleur à l'endroit où se trouvait le panneau. J'ai cherché les marches en pierre situées à une centaine de mètres de là. Le sol était recouvert de broussailles normales. Il n'y avait pas de marche. Montre-moi les photos que tu as prises hier. J'ai sorti mon téléphone. Des photos du sentier, des marches, des ponts, de la zone clairement délimitée à 2 km de là. Elles étaient toutes là datées du 14 octobre. Aïe les a longuement regardées. Et maintenant, il n'y a plus rien, rien du tout. D'accord, dit-il. C'était le ton de quelqu'un qui s'efforçait de ne pas commenter ce qu'il venait d'entendre. Je note l'incident. Nous allons surveiller la zone. Nous sommes retournés au poste. Ce soir-là, j'ai passé des heures à regarder les photos de la zone que j'avais prise moi-même. Touriste 22 octobre. Une femme de 52 ans originaire de Charlotte, Rachel Morin. Elle avait fait une randonnée quotidienne en solo dans le secteur ouest et devait regagner sa voiture avant 18h. Son mari avait appelé le parc à 20h30 pour signaler sa disparition. Les recherches ont débuté le matin du 23 octobre. Une équipe de 6 personnes, des chiens de pistage, un drone. Tout le nécessaire était là. Rachel Morin a été retrouvée le 25 octobre. Elle souffrait d'une désorientation, était légèrement déshydratée, mais ne présentait aucune blessure physique. Elle avait passé 2 nuits dans la forêt et ne se souvenait pas clairement comment elle s'était perdue. Ce qui a retenu mon attention, c'était son téléphone. L'inspecteur chargé du dossier m'avait montré les photos par simple courtoisie professionnelle. La dernière photo,
prise le soir du 22 octobre avant que le signal ne disparaisse, m'a semblé très familière. Un panneau en bois, des lettres gravées, de la peinture blanche sur un fond vert foncé. Cedar Ridge Trail, 48000 Archives le 26 octobre. J'ai demandé l'autorisation d'accéder aux archives du parc. Je ne parle pas des archives habituelles concernant les incidents récents. Je les connaissais déjà. Ce que je voulais, c'était des archives plus anciennes. Je souhaitais consulter les rapports de personnes disparues depuis 1940. En tant que garde forestier, je pensais qu'il n'y avait aucun inconvénient à ce que je les consulte et les examine, n'est-ce pas? La forêt nationale de Pisgah accueillait un grand nombre de visiteurs. Chaque année, des gens se perdaient. La plupart étaient retrouvés. Certains ne l'étaient pas. J'ai cherché une tendance particulière. J'ai vérifié s'il y avait des références au sentier de Cedar Ridge dans les dossiers d'incidents. Premier résultat, septembre 1934. Un homme de 38 ans, David Keller, avait disparu pendant 3 jours. Il avait finalement été retrouvé, légèrement désorienté. Parmi ses affaires, on avait trouvé un carnet de randonnée contenant une note manuscrite. Cedar Ridge, belle vue depuis le plateau, à refaire, avait-il écrit. Mais il n'y était jamais retourné. Il avait refusé de retourner dans cette forêt. Deuxième résultat, juillet 1941. Une femme, Patricia Osei, avait disparu pendant 1 semaine. Elle avait ensuite été retrouvée. Sur la pellicule de son appareil photo, après développement, elle avait vu un panneau dans la forêt. Une photo un peu floue, prise sous un angle difficile, mais lisible. Cedar Ridge Trail. Troisième résultat, août 1947. Sur un groupe de 3 randonneurs, un seul a été retrouvé. Les 2 autres ont été déclarés disparus à jamais. Dans son témoignage, le survivant avait évoqué un sentier ne figurant pas sur la carte, ainsi que des ponts en bois très bien entretenus. Et cela continuait ainsi. 19 dossiers en 40 ans, le nom n'y figurait pas explicitement dans tous les cas. Mais il y avait des éléments communs aux 19 cas. Un sentier non répertorié, des infrastructures solides, une disparition inexpliquée. Tout ne se situait pas ailleurs dans le secteur nord-ouest. Rapport préliminaire, 28 octobre. Série d'incidents survenus dans le secteur nord-ouest en 40 ans. Point commun, une infrastructure non répertoriée appelée Cedar Ridge Trail. 19 dossiers ont été examinés. Recommandations. Analyse GPS des téléphones des personnes disparues à partir des données disponibles. Coordonnées SS. L'analyse GPS nous a été transmise au bout de 2 semaines, grâce à la collaboration de plusieurs organismes. 8 téléphones sur les 19 cas présentaient des données récupérables. La technologie a évolué au fil des décennies. Certaines données sont limitées, d'autres détaillées. Voici ce que les données ont révélé. Chaque personne avait commencé sa randonnée depuis un point différent. Différentes entrées du parc, différentes orientations, différents itinéraires initialement prévus, mais tous les parcours convergent vers le même point d'arrivée. Coordonnées 35 8 38 47 entre 32 7 46 6 6 6 1 J'avais consulté toutes les cartes disponibles pour ces coordonnées. Topographique, satellite, historique. Une forêt dense, une altitude moyenne. Pas même un chemin répertorié dans un rayon de 400 mètres. J'avais reconnu quelque chose à ces coordonnées. À peu près l'endroit où le sentier de Cedar Ridge avait été nettement coupé le 14 octobre. Ce que révèlent les données. J'ai passé de nombreuses soirées à superposer les tracés GPS sur les cartes topographiques. 8 téléphones, 8 randonneurs différents en 40 ans. Différentes entrées du parc, différents objectifs de randonnée, différents équipements. Et tous aboutissaient exactement au même endroit, à quelques mètres près, compte tenu de la précision variable des appareils au fil des décennies. 35 et au 3847 ent,
J'ai imprimé les 8 tracés sur une carte murale et je les ai tracés avec des marqueurs de couleurs différentes. Vu d'en haut, cela ressemblait à une toile d'araignée. 8 lignes partant de directions différentes convergeaient, toutes vers le même point, au centre. Ce n'était ni un chemin, ni un itinéraire. Les trajectoires ne suivaient pas les mêmes sentiers. Chacun avait emprunté un parcours différent, le plus souvent en dehors des sentiers balisés, comme si quelque chose les avait guidés individuellement vers cette destination. Quand Hayes a vu ma carte murale, il l'a regardée pendant 5 minutes sans dire un mot. « Comment expliquez-vous cela » a-t-il demandé. « Je ne l'explique pas » ai-je répondu. « Je le documente. » À quoi correspondent ces coordonnées ? À l'endroit où le sentier de Cedar Ridge s'interrompt lorsque je l'ai emprunté. Silence. Vous voulez y retourner ? A-t-il dit. Oui. Seul ? A-t-il demandé. J'ai hésité. Mais oui, ai-je répondu. 12 novembre, j'ai attendu un matin où les conditions météorologiques étaient stables. Je prévoyais de partir par temps clair, avec des températures favorables en l'absence de perturbations imprévues. J'ai déposé au poste de police un document indiquant mes coordonnées de destination, mon heure de départ et mon heure de retour prévue. Si je ne revenais pas à l'heure prévue, les procédures habituelles seraient appliquées. Hay n'a pas cherché à m'en empêcher. Il s'est contenté de dire « Garde ta radio allumée ». Je suis parti du même point de départ, exactement comme le 14 octobre. Même heure, même itinéraire. Je me suis arrêté à l'endroit situé entre les 2 chênes. Il n'y avait rien. Entre les troncs, il n'y avait qu'une forêt ordinaire. Des broussailles, des feuilles mortes de novembre, des racines affleurantes. J'ai attendu 10 minutes. Debout, immobile, les yeux fixés sur l'espace entre les 2 arbres. Puis quelque chose a changé, pas de manière spectaculaire, ni une lumière, ni un son particulier. Juste un changement très léger dans la texture de l'air entre les chênes, comme lorsqu'une pièce passe d'une légère pression négative à une pression neutre. Un rééquilibrage imperceptible. Et le panneau était là. Cedar Ridge Trail. 4,8 000, le sol entre les chênes avait lui aussi changé. Les broussailles avaient disparu, remplacées par le sol tassé et compact que j'avais vu en octobre. Au bout de 100 mètres, les premières marches en pierre sont apparues. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai continué. Je n'aurais pas dû le faire, mais je le faisais quand même. Le sentier du Moïse, tout était identique à ce que j'avais vu le 14 octobre. Les marches en pierre, le premier pont au-dessus du ruisseau. La plaine offrant une vue partielle, le deuxième pont avec ses plaques métalliques sans inscription, la même qualité de construction, l'impression d'une infrastructure entretenue depuis longtemps. Tout, absolument tout, était pareil. Mais cette fois-ci, j'avais commencé à prêter attention à des détails que je n'avais pas remarqués la première fois. J'avais déjà remarqué ces traces d'usure sur les garde-corps des ponts la fois précédente. Des balustrades usées par les mains qui s'y agrippaient sans cesse, des bords arrondis par des passages répétés. Cette usure était bien réelle. Elle ne pouvait pas être reproduite artificiellement. Les pierres des marches. Le centre de chaque marche était légèrement concave, usé par des milliers de passages. Ce type d'érosion ne pouvait qu'à peine laisser des traces sur une pierre d'une telle dureté au fil des décennies. Quelqu'un avait tracé ce sentier. Des gens l'avaient emprunté pendant des années. Pourtant, il ne figurait sur aucune carte et, lorsque l'on essayait de le trouver sans indication, on se perdait à chaque fois, d'une manière que je ne comprenais pas encore. 2 kilomètres plus loin, le sentier s'interrompait, comme auparavant. Je pouvais distinguer la ligne de démarcation nette entre le sol entretenu et la forêt dense. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu en octobre. À 2 mètres de la lisière, posé sur un rocher plate, un objet en bois, un livre d'or, de petite taille, avec une couverture en cuir marron, fermée par une lanière.
Le livre dehors, je suis resté immobile pendant 2 minutes avant de m'approcher du rocher. Le registre était là depuis longtemps. La couverture en cuir avait pris de la patine, elle était légèrement humide sur les bords, mais globalement en bon état. La lanière de fermeture était lâche, mais pas fragile pour autant. Je l'ai pris en main et je l'ai ouvert. Première page. Une colonne pour la date, une pour le nom, une pour un bref commentaire. Première inscription. 15 juin 1968, Maldridge. Belle fabrication. Qui l'a fait? Était-il écrit? C'était la question posée dans la première entrée. En 1968, quelqu'un se posait déjà la même question que moi. Je l'ai feuilleté. J'ai parcouru d'autres pages. Il y avait des dizaines d'entrées. Les écritures variaient d'une page à l'autre. Certaines étaient en anglais, quelques-unes en espagnol, une en français. Les dates s'étalaient sur plusieurs décennies, avec parfois plusieurs inscriptions par an, parfois des pauses de 2 ou 3 ans. Les commentaires variaient. Certains étaient courts, belle randonnée. T-Chêne, 1935. D'autres, plus longs, décrivaient la vue depuis la plaine, la qualité de la construction, l'étrangeté de trouver un sentier aussi bien entretenu sans aucun panneau officiel. Personne ne savait ce qu'était le Cedar Ridge Trail, ni qui l'avait aménagé. Tout le monde se contentait de le commenter. Cela m'avait paru très étrange. Page après page, j'ai cherché des noms que je reconnaîtrais parmi ces dossiers perdus. Des noms que j'avais lus dans les archives. J'en ai trouvé 3. David Keller, 1984. Brève annotation, un sentier remarquable. Qui s'occupe de son entretien? Patricia Osei, 1981. Elle n'avait écrit que son nom et la date. Et un nom parmi les 3 membres du groupe de 1987, le seul survivant. Une note signée GG et Monsieur Dizette. On continuera demain. J'ai tourné les pages jusqu'à la fin du carnet. Les dernières notes. Rachel Morin, 22 octobre. Un très beau sentier. J'ai hâte d'aller plus loin la prochaine fois. Elle était arrivée jusqu'au rocher. C'est ce qu'elle avait écrit. Elle était revenue, ou du moins elle avait essayé, et personne ne savait où elle se trouvait à présent. J'ai continué à tourner les pages jusqu'à la dernière, et là, après l'entrée de Rachel Morin, une page de plus. Une seule ligne, en haut de la page. La date de demain, le 13 novembre, c'est ce qui était écrit, et en dessous de ma propre main, ce n'était pas une écriture qui ressemblait à la mienne, c'était exactement la mienne. Avec des traits caractéristiques que j'ai immédiatement reconnus, la façon dont je ferme le G, mon écriture inclinée vers la gauche depuis l'école primaire, tout était identique. Lucas Grand, Cedar Ridge, dernier arrêt. C'est ce qui était écrit. J'ai fermé le cahier. Je suis resté assis là, sur le rocher, pendant 20 minutes. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas ce qui était arrivé à tous ces gens. Personne ne savait où ils se trouvaient à présent. Et ce qui leur était arrivé m'arrivait aussi. L'incertitude, ça détruit. Demain. La date de demain dans la dernière note. Écrite de ma main. J'ai envisagé 2 interprétations possibles dans ma tête. La première, quelque chose savait que je reviendrais demain et avait déjà écrit mon nom. La deuxième, j'avais déjà été ici demain. D'une manière que je ne comprenais pas encore, j'avais déjà fait ce que cette inscription décrivait. Aucune des 2 ne me semblait rassurante. C'était comme si, au bout du compte, une mauvaise chose m'attendait dans les 2 cas. Dernière étape. Qu'est-ce que cela signifiait? La dernière étape du sentier. La dernière destination où j'allais me rendre. La fin de quelque chose, ou bien la fin de ma vie? Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Aidez-moi, j'ai consulté les coordonnées GPS sur mon téléphone. Exactement 30 38 47 end 82 66 71. Je me trouvais à ce moment-là au point de convergence des trajectoires de toutes les personnes disparues. Je comprenais que j'étais à l'endroit où tout le monde avait fini. Ce que je n'avais pas compris jusqu'à présent, les personnes disparues ne disparaissaient pas en entrant sur le sentier.
elle disparaissait en sortant, ou bien en travaillant à l'intérieur. Rachel Morin l'avait noté dans le carnet. Elle était revenue en état de désorientation sans souvenir précis. Les autres, ceux qui n'étaient pas revenus, avaient peut-être fait quelque chose de différent au moment de revenir. Mais qu'avaient-ils fait exactement? Je pouvais attendre jusqu'à demain, pour voir si j'allais revenir ou non, si j'allais écrire dans le carnet ou non, si la boucle allait se refermer d'elle-même ou non. Mais l'entrée était déjà là, demain était déjà écrite. Si demain je revenais en arrière et que j'écrivais Lucas Grand Cedar Ridge, dernier arrêt, je ne ferais que confirmer, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui s'était déjà produit. Si je n'étais pas revenu le lendemain, si j'avais choisi de ne pas y aller, cette entrée aurait-elle disparu? Ou bien serait-elle restée là, dans une itération du 13 novembre écrite par une version de moi-même ayant fait un choix différent, une itération que je ne pouvais pas voir? J'avais pris une photo de la dernière page du carnet. Mon écriture, la date de demain, puis j'avais pris la lanière et refermé le carnet avec soin, et j'avais déposé le carnet exactement là où je l'avais trouvé, sur le rocher plat. Je suis retourné à l'entrée du sentier, le même chemin, la même direction. Les marches de pierre, les ponts, la plaine. En traversant le premier pont, je me suis arrêté et j'ai regardé la plaque métallique sans inscription fixée à la balustrade. À la lumière de novembre, sous cet angle précis, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il y avait des marques sous la surface de la plaque. Ce n'était pas une inscription gravée. C'étaient les traces d'une inscription soigneusement effacée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai utilisé le flash pour éclairer. 3 lettres, peut-être 4. C'était difficile à déchiffrer. NWS quelque chose. Ou NW3 quelque chose. Ce n'était pas assez lisible pour en dire plus. J'ai continué mon chemin. À l'entrée du sentier entre 2 chênes, je me suis retourné une dernière fois. Le panneau était toujours là. Le sol compacté, les marches au loin. Tout était resté tel quel. Tout cela avait disparu hier, lorsque j'étais venu ici avec Hay pour lui montrer. Cela m'avait fait passer pour un menteur à ses yeux. Mais à présent, il s'obstinait à affirmer le contraire. Puis j'ai franchi la ligne entre les chênes et je suis retourné dans la forêt ordinaire. Derrière moi, sans me retourner, j'ai entendu un bruit, très léger. Comme le bruit d'une page que l'on tourne. Mais comme j'avais peur, je ne me suis pas retourné. J'ai continué mon chemin. J'aurais peut-être dû faire demi-tour, j'aurais dû voir qui c'était. Mais je me suis enfui comme un lâche. Je l'admets, 13 novembre le lendemain, je ne suis pas retourné sur le sentier. J'ai pris une décision mûrement réfléchie. En regardant la date ce matin-là, j'ai décidé de patrouiller dans le secteur E, c'est-à-dire à l'opposé du secteur nord-ouest. À 15h22, Aye m'a appelé par radio. « Grand, où es-tu? Je suis dans le secteur S. Pourquoi? Il y a un signal bizarre dans le système. Un GPS de parc a enregistré une présence ce matin entre 9 et 9:17 aux coordonnées 35 35 37 32 7 6 21. C'était les coordonnées du point de rendez-vous, le point d'arrivée du sentier de Cedar Ridge. Quel GPS? Quel GPS? Ai-je demandé? Le tien. J'ai regardé mon GPS de terrain accroché à mon harnais. Il était en mode veille depuis ce matin. Je ne l'avais pas activé. Mon GPS est en mode veille depuis ce matin. Et puis, je ne suis pas du tout allé dans ce secteur. Je lis le journal Grand. À zone 9 à zone 3, activation. De zone 9 à zone 3 à zone 9 17, position fixe aux coordonnées indiquées. À zone 9 17, désactivation. À zone 9 à zone 3, je n'avais pas activé mon GPS. À cette heure-là, j'étais encore dans ma voiture, sur le parking. Peut-être que quelqu'un a volé mon GPS. C'est un GPS qui vous a été attribué personnellement. Il contient votre signature de près de ce matin. Et le journal de désactivation nécessite que vous connaissiez votre code personnel. Mon code personnel. 6 chiffres que personne d'autre ne connaissait.
Je ne suis pas allé là-bas ce matin. Et je dis d'une voix ferme et déterminée. Je voulais m'en convaincre moi-même. D'accord, dit Ace. C'était le ton de quelqu'un qui s'efforçait de ne pas commenter ce qu'il venait d'entendre. Je note cette anomalie. Le soir du 13 novembre, j'ai relu mes notes depuis le 14 octobre. Quelque chose sur le Cedar Ridge Trail fonctionnait selon un axe temporel que les instruments habituels ne pouvaient pas saisir correctement. Le carnet contenait des entrées allant de 1968 jusqu'à une date que je n'avais pas encore atteinte. Ces entrées ne suivaient pas nécessairement un ordre chronologique strict, ou bien elles s'inscrivaient dans une relation temporelle différente de la nôtre. Mon GPS avait enregistré ma présence à des coordonnées où je ne m'étais pas physiquement rendu le 13 novembre à zone 903, ou bien j'y étais allé, dans une version du 13 novembre à laquelle je n'ai pas pris part consciemment. Et la note d'introduction dans le carnet, Lucas Grant, Cedar Ridge, dernier arrêt. Ce n'est ni une menace ni une promesse. C'était une note d'introduction déjà consignée. Ce que le sentier fait aux visiteurs, les diriger vers ce point de convergence, les faire passer par une infrastructure qui existe en dehors des cartographies habituelles, n'est peut-être pas un piège, c'est peut-être simplement ce que c'est. Je ne sais pas. Personne ne le sait. Un lieu qui existe dans une relation différente au temps et à l'espace. Un sentier menant à un endroit que les cartes habituelles ne peuvent pas montrer, car cet endroit n'existait pas dans la géographie habituelle. Et les personnes disparues, peut-être n'étaient-elles pas perdues au sens habituel du terme. Peut-être poursuivaient-elles leur marche dans une direction que les instruments de mesure standard ne pouvaient pas suivre. Rachel Morin était revenue. Désorientée, mais elle était revenue. David Kelly aussi. Patricia osait. Quelques autres encore. Mais les autres n'étaient pas revenus. Quelle était la différence? Pourquoi certains étaient-ils revenus et d'autres non? Je ne le savais pas encore. Peut-être avaient-ils pris une décision au moment même de leur retour. Peut-être s'agissait-il de quelque chose d'écrit dans le registre ou de quelque chose qui n'y était pas écrit. Dernier arrêt, l'inscription faite à mon nom. Si j'écrivais cela dans le registre demain, cela signifierait-il que je ne pourrais plus revenir? Ce que j'ai fait le 14 novembre, j'ai rédigé un rapport exhaustif, un rapport couvrant tout. Le sentier du 14 octobre, la disparition du lendemain. 40 ans d'archives, les données GPS recoupées, l'entrée écrite de ma propre main dans mon histoire dans le registre, le journal GPS du 13 novembre, trace de ma présence enregistrée sans ma participation consciente. J'ai remis ce rapport à Aye. Je lui ai demandé de le verser aux archives du parc, en recommandant une surveillance continue du secteur nord-ouest. J'ai ensuite ajouté au dossier une note personnelle contenant la seule chose dont je sois absolument certain après tout cela. Le sentier de Cedar Ridge existe. Il a été tracé par quelqu'un, à une époque que les archives ne peuvent retracer, dans un secteur de la forêt nationale de Pisgah, qui n'a jamais été officiellement cartographié pour cette infrastructure. Il est emprunté depuis au moins 1968, voire avant. Il mène à des coordonnées précises où convergent les itinéraires de tous les visiteurs. Ce point n'est pas accessible par les sentiers officiels. Pour y parvenir, il faut quitter les chemins officiels et s'enfoncer dans des zones désertes où personne ne s'aventure. Où les buissons envahissent tout et où les arbres ne sont pas élagués. Je ne peux pas décrire ce qui se passe à cet endroit à l'aide des outils standards de rapport d'incident. Ce que je sais, c'est que le carnet situé au bout du sentier contient toutes les entrées passées et au moins une entrée future. Mon nom y figurait pour une date à laquelle je ne m'étais pas rendu de mon plein gré. Mon GPS enregistrait ma présence à ces coordonnées à cette date. Mais je n'étais pas là. Suggestion, n'essayez pas de fermer le sentier de Cedar Ridge. Il est impossible de le fermer avec des moyens ordinaires. Il s'ouvrira pour celui qui décidera de l'ouvrir. Deuxième suggestion, si, à l'avenir,
Un garde forestier trouve ce dossier, qu'il note ce qui est écrit sans y ajouter quoi que ce soit. Qu'il fasse demi-tour avant d'atteindre la limite finale du sentier. S'il trouve sa propre inscription là-bas, qu'il ne la lise pas. Je n'ai pas appliqué cette dernière suggestion moi-même. Je ne sais pas encore si c'est une erreur. Grand. Pisgauo, secteur nord-ouest. Novembre 2024. Restante, je continue à patrouiller dans le secteur nord-ouest. Le sentier de Cedar Ridge ne m'apparaît plus depuis le 12 novembre. Il est peut-être visible pour d'autres visiteurs que je n'ai pas vus. Peut-être qu'il n'est visible pour personne. Les coordonnées 30-35-37-47-2 font 266-21 ou ne font toujours apparaître rien sur aucune carte. Lorsque je passe à proximité lors de mes patrouilles, je ne m'approche pas à moins de 300 mètres. Mon GPS de terrain a été remplacé par le service technique à la suite de l'anomalie du 13 novembre. Le journal d'origine a été archivé avec le dossier Cedar Ridge. Aye n'a posé aucune autre question. Il a signé le rapport et l'a classé. Un soir de novembre, en rentrant chez moi, j'ai trouvé quelque chose dans la poche de ma veste de service. Une feuille pliée, du papier légèrement jauni paraissant ancien. Je l'ai déplié. Une page de cahier, déchirée proprement. En haut, une date du printemps prochain. En dessous, 3 notes manuscrites. 3 noms que je ne connaissais pas. Et à la 4e ligne de ma propre main, Lucas Grant, Cedar Ridge. Je comprends maintenant. C'était écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Pas encore. J'ai replié la page. Je l'ai glissé dans l'enveloppe du dossier Cedar Ridge avec les autres documents. Et pour l'instant, j'ai décidé de ne pas essayer de comprendre ce que je comprendrais apparemment au printemps. Certaines choses s'expliquent mieux de l'intérieur que de l'extérieur. J'attends. Lucas Grant n'a jamais expliqué ce qu'il avait découvert au bout de la route de Cedar Ridge. La seule chose qui avait été retrouvée était un mot sur lequel était inscrite une date qui n'était pas encore arrivée. L'affaire est restée non élucidée. Mais quelques années plus tard, un autre garde forestier a commencé à signaler un événement tout aussi inexplicable. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un sentier apparaissant puis disparaissant soudainement. Quelqu'un laissait des messages. La nuit, de nouveaux panneaux surgissaient dans la forêt. On ignorait qui les avait placés là. Aucune caméra n'en avait enregistré l'apparition. Pourtant, chaque avertissement semblait anticiper ce qui allait se passer avant même que les événements ne se produisent. Au début, tout le monde avait cru qu'il s'agissait d'une blague. Puis les panneaux ont commencé à s'adresser directement aux gardes forestiers chargés de l'enquête. Et lorsque James Morrow a lu le dernier message, il a compris qu'il ne se contentait plus de surveiller la forêt. La forêt le surveillait elle aussi. Mais cette histoire fera l'objet de notre prochaine vidéo. C'est tout pour le moment. Merci de nous avoir regardés et écoutés.